Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'Effray. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'Effray, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Adrien Toiti. Bonjour Adrien. Bonjour Laure. Je te souhaite la bienvenue et je te remercie d'accepter de remonter le temps avec nous. Et comme ça, là, sans transition, pour rentrer direct dans le vif du sujet et pour savoir à qui on a affaire aujourd'hui, je te propose de te présenter et de nous expliquer ton poste actuel. Je suis cofondateur d'une banque en ligne qui s'appelle Manager One et j'ai un profil de serial entrepreneur. Que dire de celui que Xavier Niel a comparé à Steve Jobs et à Steve Ballmer, de celui à qui le Figaro a consacré une pleine page alors qu'il n'était âgé que de 26 ans. Je me suis vraiment posé cette question, comment te présenter en quelques mots seulement en étant la plus fidèle possible à ton profil justement de serial entrepreneur et touche à tout. Dans ma réflexion, j'ai envie de te dépeindre par ton leitmotiv qui est, à mon sens, l'action, le passage à l'action. Il suffit finalement d'une petite étincelle provoquée par un besoin, un manque, pour que tu te mettes à imaginer, concevoir, créer la solution la plus efficace possible avec une intention, simplifier la vie des gens. Ce mouvement, cet élan, c'est ce qui semble te guider, rythmer ta vie professionnelle. Et si je devais résumer l'histoire de ta vie pro en une courte phrase, je choisirais celle-ci. Et si je le créais ? Voilà, je pense que ça te résume pas mal et que ça donne une petite idée de ta personnalité. Donc si t'es ok, je te propose qu'on démarre ensemble ce voyage pour rentrer un peu plus dans le détail. Parce que moi, en tout cas, ma curiosité est piquée. Alors dis-nous tout Adrien, quel est ton code temporel et quelles sont ces dates dans lesquelles nous allons voyager ? Mon code temporel est 02 15 17 et ces 3 dates, c'est un peu les moments forts finalement de ma vie d'entrepreneur. Ça commence avec une rencontre. La deuxième date est un fait marquant dans la vie entrepreneuriale de chaque chef d'entreprise, ainsi que la dernière. L'une marque la fin d'une aventure et l'autre le début. Eh bien, n'attendons plus et lançons notre machine à voyager dans le temps. Nous sommes en octobre 2002. Free a lancé le mois dernier son offre illimitée à haut débit pour 30 € alors que les concurrents avoisinent les 40-45 €. On entend au loin Stéphane Trépoz, le PDG d'AOL, parler de cauchemar et que la disponibilité de cette offre dans toute la France est le drame de cette histoire. Et toi, dans tout ça, tu es en ce moment même en train de parler à un acteur majeur de ce retournement de situation sur le marché français des télécoms. C'était il y a 20 ans. 2002 marque finalement un point de départ dans ma vie d'entrepreneur. C'est ma rencontre avec le fondateur d'Iliad, Xavier Niel. Pour être précis, je suis l'abonné Free 5076, vu qu'on aime bien les dates et les chiffres aujourd'hui. Et en tant qu'abonné, comme n'importe quel autre abonné, peut-être pas n'importe quel autre abonné, je me rencontre face à des difficultés pour obtenir ma Freebox, pour la faire fonctionner. Et plutôt que de me plaindre comme n'importe qui, je vais aller solliciter le fondateur d'Iliad et lui dire écoute, ça serait déjà pas mal d'avoir ce qu'on appelle un suivi d'activation, d'avoir quelques fonctionnalités qui vont simplifier la vie des autres Freenotes, parce qu'ils avaient un nom, ces internautes qui étaient abonnés chez Free. Et Xavier me répond tout bonnement fais-le. Et comme ma nature me pousse à le faire, quand on me dit fais-le, je le fais en fait. Et ça débute comme ça, mes relations avec le groupe Iliad. C'est des relations qui ont duré plus de 10 ans en termes d'aventure d'un point de vue professionnel. Et plus de 20 ans aujourd'hui avec le fondateur d'Iliad, avec qui j'ai le plaisir d'échanger toujours régulièrement sur divers sujets. Donc c'est vraiment le point de départ de ma vie
quasi professionnel. À cette époque-là, j'étais pas encore à l'Effray. J'avais débuté la fac de médecine. Comme d'autres étudiants, j'ai fait une première année, enfin quelques mois. Après, j'ai été bosser dans une start-up qui avait pour mission d'installer le premier réseau Wi-Fi à l'échelle de Paris. Et très vite, je me suis dit, il allait falloir que je reprenne mes études. Enfin, je me le suis dit, ma mère me l'a dit, plus précisément. Et donc, j'ai décidé de postuler à l'Effray. Et ma rentrée à l'Effray coïncide à peu près avec les premières années de la Freebox et de Free. Et alors, pour revenir à ton expérience donc avec cette prise de contact avec Xavier Niel, comment, tu dis que c'est dans ta nature, comment en fait tu as pris contact avec cette personne, qu'est-ce qui t'a poussé? Je l'ai mailé. Son mail est plus ou moins public, hein, c'est xniel@iliad.fr, vous pouvez y aller. Pour les quelques personnes qui écouteront le podcast, ils pourront eux-mêmes le contacter pour lui suggérer des améliorations du portail abonné ou de son offre. Ça fait partie des personnes qui a une accessibilité encore aujourd'hui assez remarquable, qui est à l'écoute de ses clients, du plus petit client au plus important de ses clients. C'est ce qui caractérisait Free à ses démarrages et encore aujourd'hui. C'est rare d'avoir des entreprises aussi importantes sur le marché avec un tel lien avec ses clients. C'est vraiment caractéristique du groupe. Et donc quand je l'ai mailé au départ, encore une fois, j'avais des problèmes avec ma Freebox. On ne s'en souvient pas, mais à l'époque, il y en avait 1 sur 2 qui cramait. L'ouverture de ligne était très compliquée, etc. Donc je l'ai contacté, il m'a aidé. Et moi, après, je lui ai fait des suggestions qui m'a incité à développer, que j'ai fait volontiers à travers des applications personnelles. Mais on avait fait une application qui s'appelait Frigo, qui avait des centaines de milliers d'utilisateurs, qui permettait d'accéder à toutes ces informations personnelles, etc. Et le point de départ était là, de la relation. C'est un gamin, finalement, j'avais 18-19 ans, qui va se plaindre. Un adulte qui lance une aventure aujourd'hui qui est juste exceptionnelle. Quand on prend le recul, 20 ans plus tard, c'est facile, mais il y a 20 ans, on ne pouvait pas savoir que Free allait bouleverser le marché avec son offre à 29,99 pour être précis, et ça c'est important. Pas 29,90 non plus, mais vraiment 29,99, et ça pareil, c'est une petite anecdote que je peux raconter. Et j'avais posé la question à Xavier, je lui avais dit, mais pourquoi toi tu as fait 29,99 et pas 29,90 comme d'autres? Il me dit, c'est 9 centimes x 12, ça fait à peu près 1 euro à l'année, fois 1 million d'abonnés, ça fait plus d'1 million d'euros. En fait, ça fait une sacrée différence et le client ne s'en rend pas forcément compte, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, ça caractérise aussi un peu le personnage. Et c'est des années d'échange, finalement, c'est des années de partage, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable où vous avez un entrepreneur qui, à un moment, vous prend sous son aile, mais pas juste comme ça, et de façon matérielle. J'ai eu la chance d'avoir ma scolarité qui a été payée par ses soins, et ce qui m'a permis d'être beaucoup plus libre au cours de ma scolarité, moins souciant des problématiques qui sont de pouvoir financer sa scolarité, parce que moi j'avais mes parents qui au même moment avaient divorcé, donc pas simple, une période un peu compliquée, et avoir un nouveau repère dans sa vie comme un entrepreneur de génie, ça fait forcément beaucoup de bien. Comme un mentor aussi un peu. Clairement, c'est le terme. Eh bien, partons maintenant pour notre deuxième voyage dans le temps, pour notre deuxième date. Nous sommes précisément le 1er avril 2015. Cela fait 4 ans que Recatch, dont tu es le fondateur et le directeur général, existe et permet d'enregistrer à distance la télévision. Tu as en ce moment même un stylo à la main car tu es sur le point de signer un papier plutôt important. Effectivement, c'est un papier qui va changer forcément ma vie. Et pour en arriver à cette date clé du 1er avril 2015, il faut se projeter, même si je ne sais pas si on se projette en arrière. On va faire un salto.
quelques années en arrière, pour être précis, en 2009. Et en 2009, c'est un peu le point de départ de l'aventure de cette boîte qui est Recatch. Je me retrouve à un dîner en famille et il y a l'équipe de France qui joue un match contre, je crois, l'Angleterre. Et je demande à ma tante d'allumer la télévision, mais pas de bol, elle me refuse de mettre la télévision. Et donc je lui dis, mais c'est dommage, je vais pas rentrer chez moi pour juste enregistrer la télé et revenir pour finir dîner avec vous. C'est le foot ou la télévision qu'elle aimait pas? C'était un peu des deux, je pense. et beaucoup son mari probablement, qui était fan de foot absolu et qui mettait tous les matchs possibles et imaginables. Et donc pas de bol, ce soir-là je loupe le match. La replay n'existait pas à l'époque. Et donc au moment même où je rentre chez moi, j'envoie un mail à Xavier et je lui dis ça serait vraiment smart de pouvoir enregistrer la télé à distance. Parce qu'à ce moment-là, l'iPhone commençait à se démocratiser, les forfaits 3G également. On commençait à avoir des applications mobiles de plus en plus performantes. Et il était pour moi pas d'une évidence de pouvoir lancer l'enregistrement à distance de ce programme depuis n'importe où. Je lui soumets l'idée. Vraiment, on est vendredi à 23h30, je lui envoie un mail. Et à 23h33, il me répond « Ok, go ». Pour faire simple, hein, c'est OK ou non. Hein, 99% de ses réponses. Et ce OK Go marque le départ de ce projet qui est une brique assez révolutionnaire pour l'époque, qui est finalement un petit peu tout ce qui est relatif aux objets connectés, de la smart home, etc. On crée cette fonctionnalité et honnêtement, c'est des milliards d'enregistrements aujourd'hui qui ont été réalisés via cette fonctionnalité. Nous, ça a été l'application mobile la plus utilisée en France. Ça a été l'application numéro 1 sur l'App Store, etc. Et là, à cette date de 2009, je réalise qu'on est en plein bouleversement sur le mobile. Vous avez eu la vague du Minitel, vous avez eu la vague d'Internet, et après, vous avez eu cette fameuse vague du mobile. Là, on est un peu dans les vagues de Web3, qui sont encore autre chose. Et là, je comprends qu'on a tout intérêt à développer un maximum d'applications mobiles. Et rebelote, quelques mois plus tard, je suis chez moi un dimanche, plus de piles dans ma télécommande, et j'ai mon smartphone dans l'autre main. Et là, je me dis, mais pourquoi ce smartphone ne deviendrait pas la télécommande de ma box? Et si je le crée? Et si je le crée? Donc j'envoie de nouveau un petit mail à Xavier. OK, go. Et rebelote, on refait une application mobile pour télécommander la Freebox qui s'appelait Freemote. Et pareil, nouveau carton. Concept qui a été repris par tous les opérateurs aujourd'hui, même à l'étranger. Grosse satisfaction. Et tout ça est finalement le point de départ de Recatch. Recatch qui a été créé en 2011. L'idée était dans Recatch de créer une seule et même application pour tous les opérateurs telco, pas uniquement Free, pour leur offrir toutes les idées et tous les développements qu'on avait pu développer autour de l'univers télé. C'est-à-dire l'enregistrement à distance, la télécommande sur mobile, la recherche de programmes télé, la recommandation de programmes. Et au même moment, je suis sollicité par le directeur de l'innovation d'un groupe qui s'appelle à l'époque Prisma Presse, qui est devenu aujourd'hui Prisma Media, et qui me propose de récupérer une application qui était en train plus ou moins de mourir, qui s'appelait Téléloisirs, qui s'appelle toujours Téléloisirs, et d'y apporter finalement toute l'innovation que j'avais en tête sur ce projet qui était Recatch. Je fais le choix de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une marque forte, qui est Téléloisirs, et d'apporter toute la technologie que j'ai pu développer au cours des dernières semaines, des derniers mois chez Free. Et on lance cette application plus ou moins en décembre 2011, et en l'espace de 6 mois, on fait Téléloisirs l'application mobile la plus utilisée en France. Pour l'anecdote, j'ai même pas la télé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'application la plus utilisée, c'est soit Téléloisirs, soit l'équipe. Si le Paris Saint-Germain dépasse les 8e de finale de Ligue des Champions, sinon c'est Téléloisirs. Et après, vous avez l'horoscope et des trucs comme ça. Et donc, en 6 mois, on en fait un gros carton. L'aventure est lancée. Très rapidement, on est sollicité par d'autres acteurs afin de développer leurs applications.
On comprend qu'on a vraiment un savoir-faire là-dessus sur tout ce qui est expérience utilisateur. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, on est sollicité par un concurrent direct du groupe Prisma Media pour nous racheter, chose qu'on refuse assez rapidement. Et en 2015, le 1er avril 2015, effectivement, je me retrouve dans cette fameuse salle avec mes associés à qui j'avais donné des parts pour cette aventure, pour m'accompagner dans cette aventure, et on signe la cession de Recatch à Prisma Media. Alors, la question là qui me brûle les lèvres, là tout de suite, c'est en fait, on te rachète ta boîte, c'est plutôt un succès, je suppose. Tu le considères comme un succès? C'est une page qui se tourne. Je pense qu'un entrepreneur, quand il vend sa boîte, c'est pas forcément un succès, parce que c'est des années de travail et c'est un aboutissement. Voilà, je considère ça plus comme une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qu'un succès. Ok. Et comment on garde les pieds sur terre quand on se fait racheter sa boîte? Probablement quand on considère ça comme un nouveau chapitre et pas un succès. Parce que vous avez rapidement un gosse, 2 gosses, 3 gosses, et en fait ça suffit pas pour vivre. Il faut retourner charbonner et trouver de nouvelles idées et continuer de travailler mieux, travailler plus, être toujours ambitieux et ne jamais s'arrêter finalement. Je pense que le meilleur moyen de garder la tête froide, c'est d'avoir toujours ce goût en bouche d'inachevé ou d'avoir la capacité d'aller plus loin, de faire d'autres choses, de continuer d'apporter des choses au marché et aux utilisateurs. Et si je me trompe, c'est aussi à ce moment-là où tu reprends les études, non ? Alors, je reprends les études en 2013, je crois. Je fais un master à Sciences Po parce que je me suis dit, ok, cette boîte a vocation à être vendue de toute façon parce qu'elle est quasiment mono-client. Donc, et surtout, ce client a besoin de protéger la techno qu'on a développée pour éviter qu'un concurrent la rachète et finalement tue l'application. Et donc je me dis, ok, je sais que je vais rentrer à un moment ou à un autre dans une phase de négo, de cession de boîte. C'est des choses qui sont longues et pénibles. Moi, je suis actionnaire de pas mal de structures. Et quand j'ai un de mes fondateurs d'une boîte dans laquelle j'ai investi qui vient et me dit, ah bah on m'a proposé de me racheter. Je lui dis, garde la tête froide déjà, parce que tant que l'argent n'est pas sur ton compte, c'est pas fait. Si on te dit que c'est 3 mois, considère plutôt que c'est 12 mois les négos. Et surtout, c'est complexe. Et le climat et l'écosystème peut faire capoter 100 fois un deal. Alors, je te propose maintenant qu'on passe à notre dernière date. Nous sommes le 5 juillet 2017. Cela fait quelque temps que tu cherches à te réinventer. Après la session de Recatch, tu as réfléchi même à arrêter de travailler. Mais on ne change pas un entrepreneur dans l'âme, puisque tu as un rêve de compte bancaire. Exactement. On ne change pas un entrepreneur et la vie est rythmée par des rencontres. Je suis avec ma femme depuis quelques mois, qui elle vient de finir ses études. Elle est urologue. Donc forcément, dans une vie commune, l'un qui arrête de travailler quand l'autre commence sa carrière professionnelle, ça le fait pas. Donc elle m'a dit, t'es bien gentil, mais tu vas aller bosser. Et parmi les idées que j'avais dans le coin de ma tête, il y en avait une qui était persistante, qui était le compte bancaire des entrepreneurs, le compte bancaire des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une société, c'est vraiment le parcours du combattant, même si vous ne demandez strictement rien à votre banque. L'ouverture même d'un compte bancaire pour créer sa société est d'une complexité infinie. Dans toutes les banques traditionnelles, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer le compte bancaire que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, à plusieurs reprises. Et l'aventure part de là. Et je me suis dit, mais comment on fait ça ? Comment on devient banquier finalement ? C'est très complexe. Il faut avoir ce qu'on appelle un agrément bancaire pour pouvoir se lancer ou proposer un compte. Je ne me voyais pas devenir banque. C'est long, c'est coûteux. Et donc je me suis dit, je vais aller rencontrer des banquiers. J'ai commencé par aller voir la BNP, ma banque, et leur proposer cette idée qui était de créer
le compte bancaire que les professionnels aimeraient avoir. Je comprends qu'avec la BNP, ça n'allait pas le faire. C'est un gros paquebot, comme ils le définissent eux-mêmes. Je vais voir après HSBC. HSBC, je comprends que ça n'allait pas le faire non plus, parce que les prises de décision entre Singapour, Paris et Londres étaient confuses. Et je me dis, si ce projet qui est Manager One a la chance de voir un jour le jour, ça ne pourra se faire qu'avec une banque familiale indépendante. Et j'ai la chance de tomber sur une banque familiale qui s'appelle la Banque Wormser Frères pour lancer ce projet qui est Manager One, le compte bancaire des professionnels, qu'on a lancé officiellement le 5 juillet 2017. Cette banque, tu la trouves comment ? Comment ? Cette banque, tu la trouves comment ? Ah, c'est une histoire particulière. Je vais sur le site du régulateur. J'imprime la liste de toutes les banques qui existent en France. J'élimine toutes les grandes banques. J'élimine toutes les banques qui sont des filiales et toutes les banques étrangères, les succursales. Et je garde toutes les banques indépendantes. Il y en a 5 ou 6. Parmi ces banques, il y en a une qui est dans le sud-ouest de la France. Je me dis, bon, ça va être compliqué quand même d'aller dans le sud-ouest de la France pour aller expliquer ce projet, et surtout en termes de relations de partenariat, c'est pas simple. Il y en a 2 autres, une qui s'appelle Martin Morel, une Rothschild. Je les contacte et là je comprends vite qu'elles sont en train de fusionner. Donc j'abandonne, parce que le projet de créer un nouveau compte bancaire alors qu'ils sont en train de parler fusion, c'est pas le même niveau d'intérêt pour eux, clairement. Il en reste plus qu'une, finalement, pour être complètement honnête. Cette fameuse banque familiale parisienne qui s'appelle la Banque Wormser Frères. Et il se trouve qu'un de mes proches les connaissait. Pour être vraiment transparent dans l'anecdote, je dis, est-ce que tu connais la Banque Wormser Frères ? Et Alain me dit, j'étais à un enterrement la semaine dernière avec leur président. On l'appelle, le lendemain on est dans le bureau du président de la banque, avec le fils du président de la banque, qui est aujourd'hui directeur général de la banque. Je leur présente le projet et ils me disent, on y va. Et je me dis, c'est rare de tomber sur des banquiers qui soient également des entrepreneurs. Et effectivement, quelques jours après, on lançait la contractualisation du partenariat qui allait nous lier. Et aujourd'hui, ce partenariat nous lie depuis plusieurs années. Et on peut être fier, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Manager One est une belle structure, parce que c'est une structure qui est à l'équilibre, qui dégage de l'argent. C'est ce qui est assez rare dans le monde des fintech et des startups. Alors c'est incroyable, parce que chacune de tes actions est une anecdote. Tout paraît simple avec toi. Du coup, je me demande, est-ce que c'est inné ? Tout à l'heure, tu parlais de nature. Est-ce que c'est inné d'avoir l'âme d'un entrepreneur ? Franchement, rien ne me destine à être entrepreneur. J'ai une mère qui était antiquaire, un père qui était prof à la fac. Je suis devenu entrepreneur alors qu'autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Et ma femme, c'est pareil. Ma femme est chirurgien et strictement à rien ne l'a destinée à devenir chirurgien. Le point commun est de très loin le travail. Notre capacité à bosser peut-être plus que les autres et d'avoir faim. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé chez les entrepreneurs, c'est cette ambition permanente, ce travail obstiné. Il n'y a pas d'arrêt entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. Et je le vois également avec ma femme. Quand elle rentre à la maison, le boulot ne s'arrête pas, le téléphone sonne. S'il faut aller opérer, elle y va. Donc on est des bosseurs. Et donc n'importe qui a cette envie, a cette capacité à faire ce qu'il a envie de faire et d'aller où il veut aller. Je viens du 93, je viens d'une banlieue également. On n'était pas prédestiné à ça. Et il faut bosser. Voilà, si j'ai un seul conseil à donner à tout le monde, c'est bosser. Et en bossant, on arrive en général à aller où on veut aller. Et vous avez aussi écouté, et tu as écouté finalement cette ambition et tu l'as nourrie. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Tu te fixes des objectifs, toujours plus d'objectifs. Et bien évidemment, il faut écouter sa petite voix intérieure qui te dit « vas-y ». Et pour y aller, après, à toi de rencontrer les bonnes personnes, de saisir les bonnes opportunités. C'est pas en restant dans sa chambre ou dans son bureau qu'on va aller se créer les opportunités.
Il faut aller au contact des autres, les solliciter. Rencontrer du monde, c'est le point de départ finalement des belles aventures. Des échanges d'idées, des discussions. Moi, je me souviens encore comme si c'était hier, j'ai participé à un concours d'entrepreneurs qui s'appelait Petit Poussé, et j'ai été aidé par Jean Soma à l'école, j'ai été aidé par des camarades, et tous ces petites anecdotes, tous ces petits instants de vie sont des moments d'échange, de travail, de sollicitation constante. Il faut être challengé aussi. Il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est vraiment ça le point commun de toutes ces aventures et de toutes les entreprises que j'ai pu créer, certaines avec succès, d'autres avec échec. Merci Adrien. Je vais m'arrêter là pour les questions parce qu'il y en a une de l'étudiant qui arrive. Bonjour très cher étudiant. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous poser ta question? On t'écoute. Oui, bonjour Laure, bonjour Adrien. Je suis Victor, étudiant à l'EFRAY en M1. Et Adrien, je suis votre parcours et donc j'ai vu vos réussites, mais j'imagine qu'il y a eu aussi des échecs et j'aimerais savoir comment vous avez réussi à passer au-dessus, à surmonter ça. Et voilà. Merci Victor pour la question. Effectivement, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu pas mal de réussites et aussi pas mal d'échecs. Parmi ces échecs, on peut citer une association qui n'a pas fonctionné, avec pourtant un grand entrepreneur de la scène française avec qui on avait décidé de monter une application de quick commerce il y a quelques années, donc bien avant la vague des applications qu'on a vu arriver. J'ai également été associé dans une société qui faisait du chauffeur privé. C'est une belle aventure qui a eu une belle proposition de rachat qui a été refusée parce que mes associés la considéraient comme insuffisante et quelques années plus tard, la boîte a été au tapis. Donc c'est aussi une bonne leçon. Parfois, il faut accepter ce qu'on propose, ne pas être trop gourmand. J'ai également lancé une plateforme de partage de jets privés de vol à vide que moi j'ai revendu correctement, mais qui avait un potentiel bien plus énorme. J'ai investi dans des boîtes qui, elles, ont carrément disparu, donc des investissements foireux. Et donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, je pense. On ne peut pas toujours gagner, ça n'existe pas. Vous aurez toujours à un moment ou un autre des ennuis, pour X raisons. Autour des projets, autour des équipes, autour des actionnaires. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Mais toutes ces choses-là vous donnent de l'expérience, vous enrichissent. Et à vous de capitaliser là-dessus pour pas refaire les mêmes erreurs. Et dans vos aventures suivantes, tenir compte du passé pour être un meilleur entrepreneur, un meilleur chef d'entreprise, un meilleur manager. Voilà. Donc, toutes les aventures, qu'elles soient un échec ou un succès, sont bonnes à prendre parce que de toute façon, ça sera jamais tout rose. Merci Victor pour ta question. Merci à vous. Merci Adrien. Merci beaucoup. J'espère que ce voyage t'a rappelé de bons souvenirs. Merci d'avoir partagé tes conseils et tes expériences. Je ne manquerai pas de suivre ton évolution. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès la sortie d'un prochain épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux EFRAY Paris et EFRAY Alumni. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.